Bonjour à tous et à toutes, en présence comme à distance, hein, d'après ce que j'ai compris. Voilà, alors c'est un sujet que j'ai découvert quand on m'a demandé est-ce que tu pourrais intervenir sur le parcours personnalisé de l'apprenant. Je l'ai découvert du point de vue théorique, donc j'ai fait quelques petites recherches rapides, mais je le dis, je trouve, moi, en tant que responsable d'un gros dispositif à distance, qui est à l'Université d'Oran, le campus numérique Force. Donc un campus qui a été créé en 2000 suite à l'appel à projet campus numérique français, et on a à Rouen toute l'offre de formation en sciences de l'éducation, de la licence jusqu'au master 2 à distance. Donc la question de la personnalisation de l'apprenant, on a un petit peu vu là dans la vidéo, c'est-à-dire comment je m'adapte aux contraintes de l'étudiant ou de l'apprenant, son rythme de travail, même si c'est à 22h le soir, est-ce que je vais faire cours à 22h le soir? Bon, voilà, c'est ce type de questions auxquelles on est confronté régulièrement. Et donc, quand j'ai su que c'était ressorti de vos projets, ça ne m'étonne absolument pas, puisqu'en effet, c'est toujours une des questions centrales qu'on est appelé à travailler quand on est sur les questions d'ingénierie pédagogique. Voilà, je voulais me contacter ces points et pas virgule, ça va aller comme toutes les adresses mail. Alors j'arrive sur le vif du sujet directement, en disant que souvent, entre la personnalisation et l'individualisation, déjà il y a débat. Alors il y a 10 ans, on n'aurait pas parlé de personnalisation. C'est quelque chose qui est nouveau finalement, qui arrive vraiment dans le vif du sujet, mais on parlait beaucoup plus. Et du point de vue théorique, puisque je parle du point de vue théorique pour l'instant, il y a beaucoup plus d'écrits sur l'individualisation que la personnalisation. Alors il me semble que c'est important de distinguer les deux, parce que du coup, pourquoi la personnalisation et pourquoi pas l'individualisation? Je sais qu'avec le numérique, on adore la nouveauté. Donc on adore zapper sur les concepts, un mot en remplace un autre, et puis finalement, tout est vide de sens. Donc mon propos là, c'est de revenir sur l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'on met là-dedans. Et finalement, dans ce qu'on met là-dedans, il y a des effets qui sont très importants. Alors, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un individu? Alors, une première question, qu'est-ce que c'est qu'une personne? Alors, si on regarde les écrits, déjà rien que sur la définition, c'est quand même pas la même chose du tout. Donc, un individu, ok, un être qui appartient à l'espace humain. Pour ça, je pense que tout le monde le savait dans la salle. Mais une personne, ça vient du latin persona, et déjà on est sur quelque chose d'autre, puisque ça signifie un masque de théâtre. Alors, est-ce que dans la personnalisation, on porte tous un masque? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? C'est une question qu'on peut garder à l'esprit. Voilà, alors en tout cas, l'individu, c'est un élément indivisible. C'est quelqu'un qui se détache d'un groupe. Voilà, ça c'est déjà un élément. On a identifié un individu ou une individu. Et il y a déjà cette distinction dans l'individualisation. On n'est plus sur le groupe, on n'est plus sur les masses, on est sur l'individu. La même chose côté personne, mais côté personne, on est sur un rapport à l'individu qui est transformé. Alors qu'est-ce que c'est que la personne? Pour parler de personnalisation, ça correspond à la manifestation de l'individu, mais cette fois-ci dans son rapport à la société. Alors, dans son rapport à la société, et plus particulièrement dans son rapport à son environnement. Alors, quand on parle d'environnement d'apprentissage, on en parle de plus en plus aussi de cette notion-là, eh bien on va devoir vraiment quitter cette vision de l'individu pour aller jusqu'à chaque apprenant en tant que personne. Alors évidemment, c'est pas simple, parce qu'on accueille de plus en plus des grands groupes. Alors, si vous accueillez, je sais pas, 300 apprenants et que vous devez les considérer tous les 300 comme une personne à part entière, vous voyez déjà le travail que ça va générer derrière. Alors, et autre élément très intéressant dans la personnalisation, puisqu'on interroge l'individu dans son environnement, on va beaucoup questionner ses relations. La personne en tant que apte à tisser des relations, à créer des relations, alors que ce soit avec les personnes, que ce soit avec les ressources de son environnement, que ce soit avec les techniques. C'est ce que je vais vous montrer après. Voilà, et puis, puisque c'est une personne, vous connaissez peut-être le livre Le bébé est une personne, donc quand on dit le bébé est une personne, ça a été pour l'époque une révolution, mais chacun de nous est une personne dans ce sens où l'apprenant est alors vu comme quelqu'un qui est capable de liberté, qui va pouvoir exercer une liberté. Bon, déjà, ça change la gamme,
On n'est plus sur chacun fait le même exercice, travaille sur le même rythme et fait exactement la même production. On va être plutôt sur une logique de parcours. Voilà, pour justement répondre à tous les profils d'apprenants en fonction de leur goût, de leur appétence pour ceci ou cela. Et donc cet apprenant, il est appelé à faire des choix. Pour pouvoir faire des choix, il faut qu'il ait le choix, justement. Un petit exemple très concret, déjà pour bien le faire comprendre. Nous, on a vécu ça dans la création d'un MOOC. Massive Open Online Courses, c'est super court, massif, hein, on a fait des milliers d'apprenants. On a eu la première V2 où on a testé, et là on a découvert que le forum ne sert pas à grand chose. Pourquoi? Parce que c'est des apprenants particuliers, les MOOCers, mais ils sont venus pour discuter, ils sont venus pour voir les vidéos notamment. Bon. On a fait la V2, alors le MOOC en question, c'est professionnaliser en formation. La V2, on se dit, on va faire un truc génial, on va faire de l'analyse de pratique. Sur tous les inscrits, on a 3 qui ont fait vraiment un exercice d'analyse de pratique. Conclusion, l'équipe pédagogique s'est réunie, totalement équipée, en disant, nous, on en a marre de ce consumérisme. Ça a été nos mots, hein, parce qu'on a vraiment vécu comme ça. Et après, dans nos échanges, on s'est dit, mais non, il faut qu'on voit les MOOCers autrement que nos apprenants habituels. Le MOOCer, c'est quelqu'un qui vient avec son idée, et puis il va tracer dans ce qu'on a mis en place dans le MOOC pour trouver satisfaction par rapport à ce qu'il attend. Donc il y a une diversité des profils, on a quelques petites informations dans Fun sur le profil des MOOCers, et finalement pas grand-chose. Donc on s'est dit, prochaine version, celle qui va venir l'année prochaine, dans la conception déjà, on s'est dit il faut créer des parcours. Créer des parcours dans le MOOC, parce qu'on s'est bien rendu compte que cette hétérogénéité des personnes répondait à un besoin d'abord d'exercice d'une liberté, et dans le MOOC on voit ça très très bien, et puis chacun fait ses choix. Alors évidemment, l'équipe pédagogique est frustrée en disant tout ça pour ça. C'était notre première réaction. On a tellement bossé, et puis finalement il y en a 3 qui ont fait l'analyse de pratique. Bon. Ben voilà, donc ça c'est un exemple sur la personnalisation concrète dans les dispositifs. Alors, toujours sur la personnalisation, on aime bien, je pense, pour la plupart d'entre nous, le Petit Prince. Et je voudrais revenir sur cette question du Petit Prince. Voilà. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Qu'est-ce que ça veut dire apprivoiser? Demande donc le Petit Prince. Bon. Eh bien, dans la personnalisation, on a ça. C'est-à-dire qu'on peut être confronté à des centaines de milliers, quelquefois, d'apprenants. Si on veut être dans la personnalisation, on est dans cette logique de finalement, il faut apprivoiser l'apprenant qui va rentrer dans le dispositif de formation. Alors, qu'est-ce qu'il répond le petit renard? Il répond, c'est une chose trop oubliée, ça signifie créer des liens. Et là, vous voyez tout de suite le lien entre la personne, qui est un individu dans son environnement, qui est une personne apte à créer des liens, avec tout ce qui l'entoure, et le renard qui dit créer des liens. Donc comment on va créer des liens avec l'apprenant? Alors ça ne veut pas dire qu'on veut les garder captifs, qu'on s'entende bien. Je ne suis pas en train de vous dire, nous notre job c'est d'attraper les apprenants et puis surtout qu'ils ne s'échappent pas. Alors que ce soit un MOOC, un dispositif classique, un diplôme, un badge, ce que vous voulez, créer des liens, c'est se rapprocher, c'est le connaître, puisque c'est une personne. Et si on prend le petit renard, unique au monde. Alors, est-ce que nos apprenants sont uniques au monde? J'en ai quelques-uns dans la salle, vous me direz ça à la fin de ma conférence. Mais évidemment, c'est un enjeu qui est énorme. Comment peut-on faire face aussi à l'évolution des moyens? Parce qu'on n'en parle pas, mais c'est notre réalité de terrain. On a de moins en moins de moyens et que ce soit les financeurs, que ce soit les apprenants, finalement, on est face à une exigence grandissante. Donc, d'abord, reconnaître son potentiel de relation, et puis son appétence pour la relation, puisque tout être humain est caractérisé par la relation. Même un bébé, on est maintenant étonné de sa capacité à interagir, mais on interagit tous, parce qu'on est des êtres de relation. Alors, en plus, cette personne, il faut la considérer libre et capable de créativité. L'apprenant aussi peut créer, peut participer à la création des contenus. Alors, on a déjà
peut-être en 2030 on y sera vraiment, mais pour l'instant on voit bien que de plus en plus il y a une réflexion sur la co-construction de contenu. Comment on va co-construire avec les apprenants, sous quelle forme ça va pouvoir se faire, parce qu'en co-construisant avec eux, on est sûr de répondre à leurs besoins. Eux, ils vont aller chercher par rapport à ce qu'ils attendent, par rapport à leur projet. Voilà. Et ça veut dire que l'apprenant, il n'est pas passif, il est actif. On est face à quelqu'un qui dit « moi, je » et qui va pouvoir s'exprimer. Alors, je suis responsable d'un master à distance en ingénierie et conseil en formation. La première étape de l'ingénierie, c'est quoi? C'est l'analyse des besoins. Là, les besoins, ils vont être exprimés. On va se débrouiller pour que l'apprenant puisse, dans la personnalisation, exprimer son besoin. Est-ce qu'il est capable de l'exprimer? Il y a une question dans la salle autour de ça, alors je réponds tout de suite. Non, pas toujours. L'apprenant, quelquefois, il n'est pas capable de mettre en mots son besoin. Alors justement, dans la logique de la personnalisation, c'est peut-être de l'aider à identifier ses besoins. Bon, la communication avec les autres, je parlais d'interaction tout à l'heure, et puis de moi, c'est au nous, puisque la personnalisation, c'est aussi beaucoup en lien avec les autres et avec le travail d'équipe. Donc la personnalisation va conduire petit à petit aussi à rentrer dans une plus grande collaboration, que ce soit avec l'équipe pédagogique, que je viens de décrire, ou que ce soit avec les autres apprenants eux-mêmes. Alors, personnaliser les apprentissages, donc donner à l'apprenant la liberté de choisir ses ressources. Alors, du point de vue technique, là, il y a beaucoup de travaux qui ont commencé à être rédigés sur cette question. C'est la question des environnements personnels d'apprentissage. Alors, personnel, c'est les outils à la clé, à la carte. À la clé et à la carte. Je vais choisir les outils avec lesquels je vais travailler, y compris si ça ne plaît pas au prof, tant pis. Lui, il est sur Twitter, moi j'ai vu Facebook, ou je veux du WhatsApp, ou je ne sais pas quoi. Bon, alors évidemment, on voit tout de suite les questions que ça va poser. Comment l'équipe pédagogique va arriver à suivre tout le monde en dehors du cadre institutionnel. Et j'en reviendrai sur le cadre institutionnel après. Mais c'est aussi la personnalisation liée au choix des ressources éducatives. Qu'est-ce que c'est le choix des ressources éducatives? Travailler à réaliser tel ou tel travail. Bon, si j'ai envie. Moi, c'est pas ça que j'ai envie de réaliser, c'est autre chose. Là, par exemple, on est de plus en plus étonnés, en tout cas, moi, ça a été mon cas cette année. On propose du travail collaboratif, il y en a qui ont horreur de travailler en collaboration avec d'autres. Bon, alors, si l'apprenant ne veut pas collaborer, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut lui proposer un travail individuel à côté? Et comment on va s'y prendre? Voilà, donc travailler en équipe, travailler seul, il faudrait pouvoir donner souvent. Voilà, tout cela dans l'optique de ce qui est le plus pertinent, c'est-à-dire cet apprenant dont on va personnaliser les apprentissages, il est obligé de rentrer dans une activité réflexive. Ben oui, parce qu'on va lui demander plein de choses, on va le questionner. D'abord sur son projet, je vous ai dit tout à l'heure, sur les choix qu'il veut faire, sur là où il se projette. Et donc, s'il se dit, moi je me laisse suivre, je me laisse porter, je ne fais rien, je me plante dans un coin et puis je dors, c'est fini ça. Dans la personnalisation, on ne peut plus se planter au fond de la salle pour dormir. On est forcément acteur de ces apprentissages. Voilà, et puis il va y avoir un lien bien sûr avec tout le parcours antérieur, donc les connaissances déjà acquises, les compétences à développer, et puis les formes de caractéristiques d'apprentissage qu'on recherche. Alors je voulais attirer votre attention quand même, et c'est aussi un petit peu le but du jeu, de faire le lien avec le domaine de la recherche, et on n'a jamais autant parlé aujourd'hui de dispositifs hybrides. Alors qu'est-ce que c'est que les dispositifs hybrides? Là je vous renvoie aux travaux, par exemple, déjà anciens, parce que vous voyez que le tout premier c'est 2011, donc c'est pas quelque chose de nouveau, on a l'impression qu'on le découvre, ça fait déjà un bail qu'on s'interroge sur qu'est-ce que c'est qu'hybrider une formation. Alors là, il y a Burton, Bourgois, Charrier, Peraya, tout ça, dans une recherche qui s'appelle iSup. C'est l'image que vous avez à l'écran. Ils ont fait toute une recherche au niveau européen sur quels sont les indicateurs d'hybridation du dispositif de formation. J'ai récupéré leur image qu'on trouve facilement sur Internet.
du simple mélange présentiel-distanciel. Si vous interrogez la plupart des gens sur cet hybridé, ils vont vous dire on mélange le présentiel et la distance. Ben là, vous voyez, il y a 14 composantes. C'est loin d'être uniquement je mélange le présentiel et la distance. Si on regarde les composants, on voit bien qu'on va interroger la participation. On va interroger les outils de communication et de gestion. On va interroger l'utilisation des supports qui sont mis à disposition. Je prends un exemple concret, et ça va vous parler. Bon, l'erreur qui a souvent été commise pour faire de la formation à distance, ça a été de se dire, je prends ma formation présentielle, je mets tout ça en PDF, et hop, je balance ça sur la plateforme. Bon, évidemment, ça ne marche pas pareil, donc on ne transforme pas une formation présentielle en formation à distance. Et puis, il y a une différence entre un PDF et un PDF qu'on peut annoter. Ça paraît tout bête comme ça, hein, mais là, on voit très bien dans les composants de l'éducation. Déjà, quand on peut prendre des notes sur un document, même si c'est un simple PDF, c'est déjà un sacré progrès en termes d'utilisation des ressources. Voilà, alors, je ne vais pas développer tout ça, mais on voit très bien que la liberté de choix, dont je parle, pose vraiment de sacrées questions à l'institution. C'est-à-dire, est-ce qu'on va aller jusqu'à donner le choix? Comment on va pouvoir donner le choix? Comment on va gérer tout ça? Mais la question de la personnalisation va nous renvoyer à ça. Voilà. Donc, je l'ai mis ici, pour moi, ça serait une sorte d'individualisation, puisqu'on aime mieux ce terme pour l'instant, c'est moins compliqué que la personnalisation. Sauf que si on veut aller jusqu'à la personnalisation, ça veut dire qu'on va rendre autonome et responsable l'apprenant. Un exemple. Est-ce qu'à l'université, on n'est pas en train de scolariser l'université? Voilà, moi je pose la question. C'est-à-dire que quand on a des étudiants de première année, on a l'impression qu'on se retrouve au lycée. Voilà, si je compare avec ce que moi j'ai vécu quand j'étais étudiante, ça n'a plus rien à voir du tout. Être responsable, qu'est-ce que ça signifie? Là, la personnalisation est forcément associée à une responsabilisation de l'apprenant, quel que soit son âge. Et donc, là, c'est vraiment en lien avec les méthodes pédagogiques. On n'est pas forcément responsable, hein, parce que déjà, il faut expliciter sa pédagogie. Moi, j'ai déjà fait l'erreur en première année de vouloir faire de la pédagogie active avec les apprenants. Quand je n'avais pas explicité ma pédagogie, ils m'ont regardé avec les yeux comme des soucoupes, mais ils ne comprenaient rien à ce que je leur voulais. Donc à un moment, comme ils me répondaient jamais à mes questions, j'ai fini par leur dire, mais qu'est-ce que vous avez que vous me faites la gueule? Et ils m'ont dit non, mais nous on est là pour prendre des notes. Ok. Alors j'ai dit, attendez, vous êtes parti du mauvais pied, je vais vous expliquer ma pédagogie, puis après vous me répondrez. Ah, mais il fallait le dire plus tôt. Vous voyez, l'explicitation de sa pédagogie. Et puis j'avais annoncé la couleur en disant, moi dans mon cours, vous êtes tous adultes. Réaction dans l'amphi, madame, c'est la première fois qu'on nous dit qu'on est des adultes. Ils ont quand même 19 ans, 20 ans. Hein. Voilà. Première fois qu'on dit qu'on est adulte. Donc, cette question de la personnalisation, s'il y a responsabilisation, il y a forcément aussi une posture de l'apprenant qui va être à rappeler d'acteur, de responsable. Voilà. Donc, ne plus penser la masse ou le groupe, penser la personne, et là, j'ai mis où le former. Alors, je vais en dire un mot parce que ça me chiffonne aussi un peu. Si on regarde l'étymologie de formation, formare, c'est quoi? Formare, ça veut dire donner une forme. Et si vous regardez l'étymologie du mot formation, c'est vouloir faire rentrer les gens dans un moule. Formare, donner une forme. Donc, vous voyez que déjà, même le mot formation, si on l'associe avec la personnalisation, ça va vraiment être une révolution. On ne fait plus rentrer les gens dans un moule, on va adapter le moule aux gens qu'on va mettre dedans. Alors, vous voyez tout de suite que la personnalisation, c'est un grand projet, mais qu'on n'y est pas encore pour tout de suite. Voilà, autre question qui avait déjà été débattue à Tous pour tous avant, hein, mais qui est l'étudiant aujourd'hui? L'étudiant aujourd'hui, 2022, hein, qui vient d'être confiné, qui a vécu des traumatismes, c'est pas l'étudiant, encore une fois, de mon époque, hein, pour reprendre mon expression de tout à l'heure. Qui est l'étudiant aujourd'hui? Quelle est son histoire? Déjà, la plupart des étudiants, ils travaillent aujourd'hui. Alors,
si l'étudiant est salarié ou en activité même un peu, va falloir faire avec sa réalité quotidienne. Je dois aller travailler, je ne peux pas suivre tous les cours, je ne suis pas libre ce jour-là, enfin voilà. Donc on va être sur construire du sur-mesure. Construire du sur-mesure, hein, ça m'amuse de jouer avec les mots, hein, on n'est plus sur le prêt à former. On va être sur la définition d'une formation sur mesure pour l'apprenant et sa réalité. Alors vous voyez tout de suite le moyen, les moyens que ça demande, moyens d'accompagnement bien sûr, moyens pédagogiques aussi, hein, parce que si on veut développer des parcours, ça va coûter beaucoup plus cher. Hein. Voilà. Et puis, moyens pour écouter, pour sécuriser, pour accompagner. On va vous dire, mais attendez, l'accompagnement, c'est ce qui coûte le plus cher. Alors, si on veut personnaliser, il faut des moyens, parce qu'on a les moyens pour mettre là-dedans. Mais il faut avoir les moyens associés à ces ambitions. Alors, la formation sur mesure, c'est pas nouveau. Je voudrais attirer votre attention sur les débuts de la formation à distance, en tout cas au niveau des écrits. On parlait déjà à l'époque de la formation sur mesure. On avait déjà cette idée qu'il fallait faire du sur mesure parce qu'on avait des publics atypiques en formation à distance. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a de plus en plus de publics atypiques, hein, à vous de me répondre. Mais si on pense de plus en plus la personnalisation, c'est peut-être parce que nous, on est de plus en plus confrontés à des situations atypiques. Encore un public qui va me poser des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Donc le terme de former, à réfléchir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on veut donner une forme à nos apprenants? Est-ce qu'on veut les faire rentrer dans un moule où on adapte le moule à leurs attentes? C'est pas la même chose. Donc ça pose la question d'accompagnement, des moyens alloués au tutorat. On doit pouvoir les guider. Je disais tout à l'heure qu'il faut les aider à exprimer leurs besoins. S'ils ne savent pas faire, ça repose encore sur l'accompagnement. Un métier qui a le vent en poupe, hein, le métier d'ingénieur pédagogique, actuellement il y a plus d'offres que de candidatures, c'est quand même intéressant. C'est pas que l'ingénierie pédagogique, hein, c'est aussi le conseil. Le conseil est quelque chose, et pas que dans l'ingénierie pédagogique, dont on aura de plus en plus besoin. Voilà. Et vous voyez que le conseil et la personnalisation, ça va vraiment ensemble. Sécuriser. Qu'est-ce que ça veut dire sécuriser? Sécuriser, c'est rassurer d'abord. On a besoin de rassurer les publics différents qui arrivent de partout, qui font ça peut-être pour la première fois, hein, faire la première fois un enseignement à distance. Bon, ça sera de moins en moins le cas, puisqu'ils sont tous passés par la distance. Mais alors justement, nous, notre rôle maintenant, c'est de reconstruire l'arrière. La formation à distance que vous avez vécue, c'est pas celle que vous auriez dû vivre. C'est du bidouillage. Maintenant, vous allez tester une vraie formation à distance qui a été pensée comme une formation à distance. Donc, sécuriser, c'est ça. Maintenant, dès qu'on commence à parler numérique, il y en a qui partent en courant. Hein. Bon. Alors, développer le pouvoir d'agir de l'apprenant. Ce pouvoir d'agir, ça fait vraiment très connoté libéral. Alors, souvent, on dit oh, ton pouvoir d'agir, c'est néolibéral. Alors, moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir une posture libérale, et par contre, ça veut dire ce que ça veut dire. L'apprenant aujourd'hui, si on le considère comme un adulte, comme quelqu'un qui fait ses choix, qui exprime ses besoins, eh bien oui, il a un pouvoir d'agir. C'est plus un élève soumis à son maître qui va faire ce qu'on lui dit de faire. Donc le dialogue, la construction, la co-construction, c'est vraiment des éléments qui sont à associer à cette question de la personnalisation. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Penser les styles d'apprentissage. Ben oui, parce que ça aussi, on en parle de moins en moins, mais c'est pourtant une réalité. Chacun a sa manière d'apprendre. Il y a ceux qui ont une mémoire auditive, il y a ceux qui ont une mémoire visuelle, il y a ceux qui ont besoin de bouger, il y a ceux qui ont besoin d'écrire partout pour enregistrer, etc. etc. Hein. Bon, c'est débattu, mais on a au moins déjà identifié 8 types d'intelligence. Hein. Donc, les styles d'apprentissage, souvent, ça va avec les styles d'intelligence. Voilà. Donc, les styles d'apprentissage pour tous, quand on monte un dispositif de formation, comment on va satisfaire le besoin lié à chacune des intelligences possibles? Ben, ça, déjà, est-ce qu'on y pense à chaque fois quand on conçoit un dispositif? Les rythmes et les stratégies d'apprentissage, bon, alors, il y a ceux qui travaillent le matin, il y a ceux qui travaillent le soir, il y a ceux qui travaillent la nuit. On ouvre toutes les ressources, on les ouvre de temps en temps. Quand est-ce qu'on les ouvre? Combien de temps? Ça,
quand on est dans la personnalisation, c'est des questions qui sont posées. Qu'est-ce qu'on fait de l'histoire d'avant de l'apprenant? Voilà, ces acquis expérientiels, tout ce qu'il a déjà vécu avant d'arriver dans le dispositif, on fait comme si ça n'existe pas, on pense un peu de BAE, est-ce que c'est possible ou pas? Bref, qu'est-ce qu'on fait de l'histoire qu'il a déjà vécue? Les compétences numériques. Il faut maintenant mettre le paquet sur la formation aux compétences numériques des apprenants. On a longtemps imaginé que, nés avec Internet, ils savaient faire. Maintenant, on sait qu'ils ne savent pas faire. Donc, concrètement, quelquefois, c'est un peu fait à l'école. Et puis, on arrive à l'université, on commence beaucoup de cours culture numérique. Et là, on découvre qu'il y a quand même pas mal de choses qui ne sont pas là et qu'il va falloir acquérir. Une petite anecdote, j'ai envie de vous partager parce que ça m'a beaucoup marqué. Bon, dans un grand amphi plein de monde, les étudiants en première année sont timides. Alors moi, j'avais eu l'idée de tweeter avec eux. Je leur avais dit, si vous ne voulez pas me poser des questions en face, envoyez-moi des tweets et je répondrai en cours. Le premier tweet arrive. Je regarde le tweet. Je tweete avec mes potes, mais pas avec mes profs. Bon. Alors j'avais dit que je lirais tous les tweets. Donc, bon ou pas bon, je lis. Et à ce moment-là, je m'adresse à cette personne qui n'avait pas mis de pseudo. Donc, au milieu de l'amphi de 400, je m'adresse directement à la personne en disant: Monsieur Machin, bon, j'ai bien entendu votre message, mais moi, je pense que j'ai des choses à vous apprendre. Il se lève dans l'amphi: Madame, comment vous m'avez trouvé? Bon, alors je lui explique que je n'ai pas de nom divinatoire, mais que s'il n'a pas de pseudo, c'est facile de le trouver. Mais vous voyez, il ne faisait pas le lien avec le fait que j'ai besoin, que je peux lui apprendre des choses, le fait que s'il n'a pas de pseudo, c'est facile de le découvrir. Et vous voyez tout de suite la marge entre toi t'es vieille, t'as rien à m'apprendre, moi je suis un jeune, je sais mieux que toi parce qu'il n'y a qu'à voir mes parents. C'est ça ce qui se passe dans la tête des jeunes. Et puis il y a la réalité. Alors les compétences numériques, ça c'est un élément important. Une logique de la reconnaissance. Alors on a parlé pas mal de badges, on parle de plus en plus de badges. Moi je pense que les jeunes ils ont besoin de reconnaissance et de plus en plus. Alors les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Mais les apprenants, on est dans une société où finalement chacun a besoin de reconnaissance. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans le dispositif qui va personnaliser, qui va reconnaître la personne en tant que personne? Alors les badges sont dans cette logique-là souvent. Alors j'arrive ici maintenant sur quelque chose qui m'est cher aussi, c'est ce qu'on appelle les 7 lois de l'andragogie ou de la formation des adultes. Alors j'avais envie de parler de ça un tout petit peu parce que que la personnalisation, on sait déjà les éléments qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Alors, il y a une approche didactique qui représente donc le savoir selon le disciplinaire et avec une coloration souvent socio-constructiviste. Ça, c'est un des piliers de la personnalisation. Le deuxième pilier, c'est le travail individualisé. Parce que même si on fait de plus en plus de travail collaboratif, à un moment, il faut que chacun produise. Comment on va faire un travail individualisé? Dit simplement, c'est comment j'introduis des activités à réaliser, à produire. C'est pas seulement gratter, c'est pas seulement prendre des notes, c'est pas seulement lire, c'est aussi produire. Donc le travail individualisé, c'est ça, c'est demander à l'apprenant des acteurs, donc c'est lui qui va produire. Les interactions coopératives et le travail collaboratif, c'est le troisième pilier. Donc là déjà, il y a 3 piliers qui correspondent vraiment à la personnalisation. Et sur l'andragogie, donc, première loi, bien sûr, on apprend en déstructurant et restructurant ses connaissances, donc, quel que soit le parcours de l'apprenant, quelle que soit la discipline qu'il a étudiée, l'histoire, les métiers qu'il a réalisés, s'il y a un contenu qui est de valeur, il va devoir apprendre. Devoir au sens déstructurer, restructurer une connaissance. Exemple, dans mon master, il y en a certains qui viennent se former à l'ingénierie, ça fait 30 ans qu'ils sont formateurs. Donc, quand je regarde les dossiers de candidature, c'est marqué « Je suis venu valider mes compétences ». C'est magnifique. On est une chambre d'enregistrement, on valide les compétences de ceux qui les ont, mais qui n'ont pas de diplôme. Alors pourquoi je rigole? Parce que je sais que ce n'est pas du tout ce qui va se passer. En général, il va y avoir un gros profil socio-cognitif.
parce que cette phase de déstructuration, restructuration des connaissances, ils vont être obligés d'y passer. Et en général, au mois de janvier, il y a le moral qui en baisse, parce qu'ils sont dans cette phase-là, où il y a une vraie remise en question, et ils mesurent l'écart entre ce qu'on apprend dans le diplôme et ce qu'ils faisaient sur le terrain depuis 30 ans. Et donc, quand on les écoute, quand on les accompagne, ce qu'ils nous disent, c'est « Oh là là, mais qu'est-ce que j'étais nul, mais c'est pas possible que j'ai fait ça. Oh là là, puis il y a tout ça à apprendre, et moi je pensais que je travaillais bien. » C'est normal. Alors, je dis pas que c'est mieux que le terrain, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a quand même souvent un gap entre ce qui a été fait avant, ce que nous, on enseigne, ou que ce soit quel que soit le dispositif, et cette période qui nécessite un accompagnement et donc des besoins en termes d'accompagnement. La deuxième, c'est on apprend en agissant. Alors, dans les dispositifs, comment on va agir? Mettre en action, le rendre acteur, j'ai dit tout à l'heure, hein, donc on apprend en agissant, notamment dans les dispositifs numériques, comment ils vont agir. Aujourd'hui, une boîte d'outils énorme qui permet à l'apprenant d'agir, mais c'est pas simple pour les enseignants qui, eux, ne sont pas habitués à ça. Par exemple, introduire des activités obligatoires dans certains dispositifs de formation, pour les enseignants, c'est une révolution. On apprend en résolvant des problèmes en petits groupes, ok. On apprend en échangeant au sein d'un groupe, donc là on est vraiment sur les interactions coopératives. Il y a 2 lois déjà, rien que là-dessus. On apprend en ayant un projet d'apprentissage, donc la formation ça a toujours une fin, vers quoi on se projette. On apprend en prenant plaisir et dans un climat de confiance. Ben, nous on fait des hackathons à chaque début d'année dans mon master. Pourquoi? Ben, ils sont 70, ils arrivent du monde entier, puisque c'est de la formation à distance, ils ne se connaissent pas. On ne peut plus faire un tour de table à 70 étudiants, parce que ça prendrait 3 jours. Donc eh bien, on fait des jeux et on fait un hackathon. En plus, c'est une ingénierie, donc ça tombe super bien. Dès le début, boum, dans l'ingénierie. C'est pas simple à mettre en place. Et puis, si on veut financer ça, on me dit attendez, mais c'est pas de la formation ce que vous faites, hein. C'est quoi ce hackathon? Puis on va payer des gens pour faire du hackathon. Ben oui, la personnalisation, l'accueil, le brise-glace, hein, très concret. Dans 70, vous pouvez être perdu. Là, je vais au moins connaître un petit groupe et je vais commencer à mettre des noms sur des visages. Voilà. Et puis on apprend en maîtrisant ses propres stratégies d'apprentissage. Donc là, même chose, comment on fait pour aider même l'apprenant lui-même à se connaître et à apprendre comment il fonctionne. Voilà. Parce que on peut être une énigme à soi-même en tant qu'apprenant. Donc là, c'est le rôle de l'enseignant d'aider la personne à améliorer sa manière d'apprendre. Alors un exemple ici, hein, parce que je voulais rentrer aussi dans des choses très concrètes, ça c'est Moodle. Alors, des fois, on se pose plein de questions, et la question du pouvoir d'agir renvoie aussi à une autre question. Dans ce qu'on appelle les environnements capacitants, c'est les ressources qu'on met à disposition des apprenants, est-ce qu'elles servent à quelque chose? Donc, vous pouvez remplir les plateformes, hein. Quelquefois, vous rentrez dans une plateforme, vous regardez, 60 fichiers, waouh, bravo. Qu'est-ce qu'ils font avec ces fichiers? Est-ce que ces fichiers ont été ouverts? Est-ce que les activités proposées ont été réalisées? Comment ils se sont saisis du dispositif tel qu'il existe? Alors, on a fait ça sur une formation que je ne nommerai pas, et on a regardé, étudiant par étudiant. Alors, la plateforme, vous savez qu'elles sont faites aussi pour faire du contrôle. Alors, on n'aime pas le terme, mais c'est du tracking. Donc, on peut traquer. Alors, on n'aime pas traquer, évidemment, c'est pas le but du jeu. Rien que le terme tracking, tout le monde dit il ne faut surtout pas faire ça. Et si vous le faites, vous allez voir individu par individu, sur tout ce qui est proposé à faire dans l'information, qu'est-ce qui est vraiment fait. Ça donne ça. Alors, concrètement, ce qui est en gris n'a pas été fait, ce qui est en vert a été fait. Eh bien, vous voyez que, étudiant par étudiant, il y en a qui sont à 28%, il y en a qui sont à 89%. Combien de fichiers d'activités de cours jamais travaillés? Rien, zéro, que dalle. Donc, ça veut dire que la personnalisation, c'est aussi interroger toutes les données du dispositif. Vous imaginez en termes d'accompagnement ce que ça va pouvoir générer comme amélioration. Alors, évidemment, il faut leur dire, tout ce qu'ils font, c'est
accompagner, donc on fait attention à ce qu'ils font ou à ce qu'ils ne font pas. Mais je vais prendre l'exemple de l'étudiant qui a 28%. Là. On voit très vite le décrochage. Il y en a qui sont mis au travail, bon, il y en a un, la première ligne, il avait un début compliqué, hein. On voit qu'il s'est mis au travail bien après les autres. Bon, mais si on étudie les données du dispositif, très vite on peut les contacter en disant qu'est-ce qui se passe, quelles difficultés vous rencontrez, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi vous n'êtes pas mis au travail, ou à l'inverse, celui qui a 28%, là, il décroche. Pourquoi il décroche? Voilà. Donc, les données personnelles d'apprentissage, on y a accès aujourd'hui. Si la plateforme est bien paramétrée, on sait plein de choses. Ça nécessite deux choses. La première, c'est que les apprenants soient bien sur la plateforme. Et ça, c'est pas gagné. Hein. Pourquoi? Parce que dès qu'on va leur dire, vous pouvez utiliser les outils que vous voulez pour dialoguer entre vous, le forum, il est mort. Hein. On n'utilise plus le forum, on va passer sur ce que vous voulez, Messenger, les réseaux sociaux, X, Y, Z. Mais on alimente un forum, on paye des gens pour alimenter un forum, il n'y a pas de message. Les messages se font autrement. Les exercices aussi, hein. Le travail collaboratif, on peut trouver d'autres outils pour faire du travail collaboratif, c'est pas forcément sur la plateforme. Aujourd'hui, il y a une question, notamment sur les financeurs, qui est tout le temps posée, hein, vous le savez, c'est la question de la traçabilité des apprentissages. Donc tout ce qui est fait dans les dispositifs, et notamment autour de la personnalisation, il faut qu'on puisse en donner la preuve. Donnez-moi la preuve qu'il y a eu apprentissage, donc que l'apprenant a laissé des traces de son passage, de ses exercices, de ses productions dans le dispositif de formation. Donc ça, c'est qu'au début, là j'ai mis dans mon titre les algorithmes et les big data, oui, c'est la réalité. Alors évidemment, ça ne nous plaît pas, hein, parce qu'on a l'impression que là, on part vraiment en 2030, hein. Je pense qu'en 2030, on y sera. Et on n'aura pas le choix, ça sera demandé. En tout cas, si vous regardez, dans le service public, on ne le fait pas encore. Mais si vous regardez ce que font actuellement les entreprises privées qui font de la formation, ça fait longtemps qu'ils s'y sont mis. Voilà. Alors, ça nous pose des questions à nous, hein. Et jusqu'où on va aller, qu'est-ce qu'on va accepter. Et la personnalisation, c'est aussi ça. Voilà. Alors, quelques références sur lesquelles je me suis appuyée, et je voudrais revenir sur la question de l'institutionnalisation, parce que je pense que c'est une question essentielle. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'institutionnalisation? C'est comprendre que si on étudie par exemple à l'université, on n'est pas dans une école privée. On n'est pas, je ne donnerai pas de nom, mais je pense que vous en avez tous en tête. Or, l'apprenant aujourd'hui fait des comparaisons. Donc, il va comparer ce qu'on fait à l'université avec ce qu'il a fait dans une boîte privée d'avant. Et l'institutionnalisation, c'est les outils qui sont mis à disposition des apprenants. Donc, dans un cadre service public, il y a des outils et c'est cela et pas d'autres. Là, c'est intéressant parce qu'on sort d'un bilan d'année en regroupement. Qu'est-ce qu'ils nous ont reproché les étudiants? Moodle, les classes virtuelles institutionnelles. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé du Teams et du Zoom? C'est beaucoup plus facile pour se connecter. Le forum de Moodle, c'est une catastrophe. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce forum-là et pas un autre? Donc on voit très bien la fracture qui existe, hein, et ça c'est du quotidien, entre l'institution et les outils qu'on offre à nos apprenants. Et puis, ce que les entreprises privées, notamment chez GAFA, hein, je ne parle pas de Google, mais est-ce que c'est possible de faire un questionnaire avec Google Form, hein? Pourquoi est-ce que je vais m'embêter avec les logiciels des chercheurs qui sont tellement compliqués? Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre la fracture entre ce que nous, on peut proposer, l'institution, avec la garantie du RGPD notamment, hein, parce que pourquoi on utilise ces outils-là, c'est que ça sécurise quand même les données, et le besoin de l'apprenant qui dit, bah non, nous, les données, on s'en fout des données, vous pouvez utiliser nos données. Hein, voilà. Ça, c'est l'échange que j'ai eu vendredi avec les apprenants. Et c'était à l'unanimité, ils ont tous dit, Moodle, c'est mort, les classes virtuelles, c'est mort, nous, on veut du facile, du pratique, et pas de problème de connexion, on perd pas de temps. Je vous laisse méditer là-dessus, mais terminer ma présentation pour ces questions-là, mais pose question. Merci beaucoup. Vos représentations. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Oui.
Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une petite anecdote et puis je voudrais savoir ce que vous en pensez. Donc nous, on a un master de réalité virtuelle, donc on a 40 étudiants qui vivent avec nous au quotidien. Voilà, on estime avoir une relation de confiance avec eux. On utilise Teams assidûment depuis le Covid, et puis on l'a gardé parce que Teams, c'est pas seulement les vidéos, c'est aussi justement le forum, partage de fichiers, etc. Entre collègues au labo, on a un usage, on fait tout avec Teams maintenant, et on crée des canaux pour que les étudiants puissent aussi travailler sur les cours, s'entraider avec Teams, comme Meet, etc. Et les étudiants ne l'utilisent pas du tout. Moi, un intérêt que j'aurais vu à ça, c'est qu'on aurait pu prendre le part aussi en ayant accès, etc. Et en fait, en discutant avec les étudiants, j'ai compris qu'ils utilisaient, eux, en parallèle Discord, qui fait exactement la même chose, mais auquel nous, on n'a pas accès, en fait. Ils s'invitent entre eux, et ils font exactement ce qu'on attendait qu'ils fassent sur Teams et sur Discord. Donc nous, on n'y a pas accès. Voilà. Du coup, je trouve que ça pose la question, soit peut-être, je ne sais pas si c'est un sujet d'acceptabilité du tracking, ou de... Voilà, enfin, est-ce que ça vous évoque quelque chose, cette anecdote? Ce que ça m'évoque, c'est que le prof sera toujours le prof. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je me rappelle des premières fois où j'ai entendu parler de ce type de questions, ça concernait Facebook. C'était à Montréal, c'était Thierry Carcenti, il disait qu'il s'était retrouvé à demander l'accès à la page Facebook de son propre cours qui a été créé par les étudiants. Alors, on a connu ça après en France, hein. On a tous découvert qu'on avait des pages Facebook. Et ce qui était terrible, je trouve, c'est que premier réflexe, c'était de partager les notes de cours. Alors, comme ils partageaient les notes de cours, les étudiants disaient bah, c'est pas la peine d'aller sur University, puisque de toute façon, il y a le groupe Facebook. Sauf que sans la présence des enseignants, on ne pouvait pas voir les notes de cours partagées. Et quelquefois, il y en avait qui prenaient des notes et qui ne comprenaient pas le cours, ou qui diffusaient à tous des grosses erreurs. Conclusion, au moment des examens, ceux qui n'étaient allés que sur la page Facebook de leur cours, c'était une catastrophe. Donc, bon, donc maintenant, on peut dire ça aux étudiants, en disant vous pouvez utiliser tous les outils que vous voulez, mais pourquoi est-ce qu'on veut être là où vous êtes, pour pouvoir échanger avec vous sur les forums, ou Teams, ou je ne sais quoi? C'est parce que si vous partagez des erreurs ou des choses que vous n'avez pas bien compris, on pourra vous le dire. On pourra compléter, on pourra corriger les erreurs. Bon, alors c'est plus Facebook aujourd'hui. Moi, on me demande du Teams. Vous faites du Teams, ils vont sur Discord. Vous passeriez sur Discord, ils iraient sur Teams. Je pense qu'il y a une part de liberté qui est la liberté de l'apprenant, et l'apprenant reste un apprenant. Donc, on a beau penser les meilleurs dispositifs, ça fait partie du besoin presque naturel de l'apprenant. Il y a un moment, il faut qu'on puisse parler des profs sans qu'ils soient là. Ça, pour moi, c'est une certitude, parce qu'à chaque fois qu'on a changé d'outil, et dans tous les pays d'ailleurs, hein, c'est pas, voilà, partout c'est la même question, c'est de se dire, on court après l'apprenant. On a l'impression qu'on veut aller là où ils sont, mais eux, ils n'ont pas envie qu'on soit là, en fait. Voilà, donc c'est important que sur le cadre institutionnel, ce qu'on a prévu, on est là et on assure le job. Bon. Donc s'ils ont vraiment des questions, ça vous nous trouvez. Et si on veut aller là où ils sont, on n'arrivera jamais. Parce qu'ils changeront, ils ont besoin de cet espace de liberté. Et c'est intéressant aussi de discuter avec eux parce qu'ils nous racontaient ce qu'ils faisaient sur WhatsApp. Alors moi, évidemment, je m'amuse à faire des boutades en disant, bah, moi je veux bien rejoindre le groupe WhatsApp, je suis sur WhatsApp aussi. Ils m'ont regardé avec une tête, la revenir, la fois que t'as pas tout compris. Là. C'est leur espace de liberté de souffler, quoi. Et puis, bah, on l'a tous fait, hein, on se moque du prof, on lui donne des surnoms, enfin, je sais pas, moi. Je ne donne pas d'idées dans la salle, hein, mais ça fait partie de l'exercice des études, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Oui, vous avez beaucoup évoqué les questions de personnalisation, plutôt pour des étudiants, on va dire avec des capacités cognitives plus ou moins avancées, mais je veux dire avancées.
Nous, dans notre pratique de formation au quotidien, on est confronté à des profils peut-être plus jeunes ou des adultes qui ont longtemps été en échec scolaire. Comment intégrer cette personnalisation de l'apprentissage quand l'idée même de l'éducation de l'apprentissage a été déjà un échec pour ces personnes-là, ou dont on peut observer que l'autonomie face à l'apprentissage est déjà un frein en soi. Alors, la question, elle est importante parce qu'en effet, bon, c'est vrai que là, tout ce que je vous ai dit, c'est plutôt sur des publics qui ont des facilités pour les études. Hein. Je vais parler d'étudiants beaucoup parce qu'on est à l'université, mais voilà. Pour les publics plus en difficulté d'apprentissage, tout ce qui concerne la personnalisation reste vrai et peut-être encore plus. Alors, traditionnellement, dans les dispositifs où on prend des publics en difficulté ou qui ont vécu des décrochages, déjà il y a un point qui est important, c'est le test de positionnement. Voilà. Savoir à l'entrée quel est le niveau sur tel ou tel sujet, je prends n'importe quoi, par exemple niveau de connaissance en mathématiques, hein, si on doit faire des mathématiques. Et puis l'écoute, et ce que j'appelais tout à l'heure l'expérientiel. Connaître l'histoire de la personne. Alors, c'est pas fait pour lui faire mal, hein. Quelquefois même raconter son parcours, c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Mais bon, en général, quand nous on les prend en charge, ils ont déjà passé les fourches codines de l'inscription, candidature. Et là, souvent, il y a déjà des dossiers qui existent. Donc, on a perdu un élément, mais qui prend encore du temps, et c'est ça le problème, c'est que de l'inscription à la formation, tout ce qu'on sait de l'apprenant, c'est déjà transmis à l'équipe pédagogique. Moi, il me semble qu'il y a quelques années, on prenait le temps de ça. On avait des réunions où les publics plus en difficulté, on connaissait leur profil. Ils arrivaient, on savait déjà plein de choses sur eux. Ça, ce temps, c'est pas du temps perdu. C'est du temps qui est important parce que quand je parlais de sur-mesure, sur-mesure, c'est aussi par rapport à leur vécu. Donc, je pense que c'est encore plus important pour les publics en échec, ou qui ont vécu des échecs. Hein. Et bon, j'ose le dire, hein, parce que moi, je le vis très très souvent. Jusqu'à encore peu de temps, un adulte en reprise d'études, c'était vu comme quelqu'un qui avait raté sa vie. Hein. Enfin, au sens, s'il reprend des études, c'est qu'il n'a pas été bon à l'école. Donc, dans tout ce qu'on parle en termes d'andragogie, on a souvent aussi ce prisme de se dire c'est quelqu'un qui n'a pas été bon dans les études. Et dans les publics en reprise d'études, quand ils arrivent à l'université, souvent ils arrivent avec cette idée-là. En disant je vais enfin à mon Master 2, je ne l'ai pas fait quand j'étais jeune, est-ce que je vais y arriver? Systématiquement, la question qu'ils ont en tête, c'est ça. Voilà, donc tous les publics en reprise d'études, bien sûr qu'ils ont des capacités, sinon ils ne seraient pas là où ils sont, mais ils arrivent dans leur tête avec cette idée-là, en disant si je dois reprendre mes études, c'est que je ne suis pas super bon. Quoi. Donc ça nous arrive à nous aussi tous les jours. Devoir se battre avec des fausses représentations des apprenants. Je voulais pas vous couper, je voulais juste que vous approchiez le micro. Ah, c'était pour ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'on prend une dernière question? Oui. Est-ce qu'on a le temps de 2 questions encore? Merci pour votre intervention. Moi, j'aimerais bien revenir sur cette notion de sécuriser et du rôle de la sécurisation dans la personnalisation, puisque vous parlez de la personnalisation comme l'intérêt de faire des relations avec autrui, et comment on peut penser la sécurisation comme un outil pour permettre d'aller vers autrui. Parce que je suppose qu'un étudiant qui n'est pas sécurisé a peut-être moins de facilité à aller vers autrui et à travailler en groupe. Et donc, comment on peut penser ça dans l'ingénierie pédagogique ou de formation, plutôt, des dispositifs? La sécurisation, c'est d'abord la communication, c'est découvrir son environnement. Hein.
parlais tout à l'heure des publics en reprise d'études, donc quand ils arrivent à l'université, ils ont tout à découvrir. Hein. Ils sont déjà allés à l'université, mais il y a 20 ans. Hein. Alors l'université d'il y a 20 ans et celle de maintenant, comment ça fonctionne? Toujours dans le bilan dont je parlais, 5 manières d'inscrire un étudiant aujourd'hui. Rien que l'inscription, c'est déjà le parcours du combattant pour la plupart d'entre eux. La sécurisation, c'est faciliter la connaissance de l'environnement. Où est-ce qu'ils vont trouver quoi? Où est-ce qu'ils se dirigent? Bon, déjà, évidemment, la base de tout, c'est le livret pédagogique, hein, mais est-ce qu'il y a toujours un livret pédagogique? C'est une question importante. Tous les exercices, la question du stage, c'est un stage, il faut un livret de stage. Voilà. Ça, c'est la base. Donc, déjà, la communication sur tout ce qu'il va y avoir dans le dispositif de formation. Et la sécurisation, c'est quand même aussi la relation au pair. Alors, parce qu'on parlait beaucoup de pédagogie coopérative ou de travail collaboratif. Comment est-ce qu'on va s'assurer que ça va bien se passer, par exemple, dans le travail collaboratif? Alors, je précise ma pensée, je mets des étudiants pour produire quelque chose, ils sont dans une petite équipe, ils sont 5, ils sont 6 ou 7, je crois, enfin bon. Et ils ont 3 mois pour faire la production qui est attendue. J'ai mis des outils à leur disposition pour ce travail collaboratif. Donc, ça peut être un forum, ça peut être des outils Drive, etc. Mais la première difficulté qu'ils rencontrent, c'est qu'il faut qu'on se cale nos emplois du temps. Voilà. Alors, ils ne sont pas forcément, par exemple, dans la formation à distance, ils ne sont pas forcément dans le même pays, ils ne sont pas sur les mêmes créneaux horaires. Et je me rappelle, il y avait un étudiant qui était à Tahiti, quelle galère, parce que 7 heures de décalage horaire, pour le groupe, c'était l'enfer. Mais bon, voilà. Donc, comment ils vont réussir à travailler ensemble? Première question, donc, le rythme. Il faut qu'ils trouvent leur organisation. Il y a beaucoup de communication. Comment ils vont dialoguer? Comment le travail va pouvoir se faire? Et puis, il y a quand même un accompagnement. C'est-à-dire que là encore, le formateur, il ne laisse pas se dépatouiller. Il dit, très bien, vous êtes à 7, vous avez 3 mois pour bosser, je reviens dans 3 mois. Donc, on regarde beaucoup les échanges. Sur le dialogue, il peut y avoir des interactions négatives et des interactions positives. Les interactions négatives, c'est quand il y a des conflits. Et il peut y avoir des conflits dans les exercices qui sont demandés en présentiel comme à distance. Hein. Je raconte toujours que quand on a introduit du travail collaboratif en présentiel à l'université, dans une formation, je me suis retrouvée à devoir séparer des étudiants. Et un peu secret chinois. Voilà. Pour moi, ça a été une grande découverte en disant, ah ouais, ils sont quand même capables d'aller jusqu'à là. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut faire des temps de régulation. Le temps de régulation, c'est pas je fais le chef, hein, mais on fait un point à 3, à 4, à 5, à 6. Il y a un point qui est fait d'étape de façon régulière pour s'assurer qu'ils ont bien compris le travail qui est attendu. Et il y a un mot qui est très important, c'est la question du feedback. Voilà, donc la sécurisation, c'est le feedback. Et quel que soit le profil, les étudiants, ils ont toujours besoin d'avoir du retour. Voilà. Est-ce qu'ils sont sur la bonne voie? Est-ce qu'ils ont bien compris l'exercice? Est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut s'y prendre? Donc, beaucoup la communication. Sécurisation, c'est essentiellement ça. Et des rencontres. Donc, c'est là où le synchrone est déterminant. On peut faire beaucoup de choses à distance, mais en tout cas, le synchrone, à un moment, il faut des moments dans la conduite de projet, on appelle ça des jalons. Les jalons, c'est les points d'étape qui vont permettre de faire un arrêt sur l'image et de se dire est-ce que c'est bon, on est bien, est-ce qu'on est rassuré? La sécurisation, c'est rassuré. Et puis après, on va continuer le travail. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais. Est-ce qu'il y a une dernière question? Merci beaucoup, Béatrice Salario. Merci à vous. C'était très intéressant.